Dadi, dadi, dadou. Alors, Hubert, tu fais quoi? je cherche un mot. Non mais Hubert, on n'est pas là pour ça, hein. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Antoine Caron, je suis développeur web chez Scaleway et je vous présente Hubert Sablonnière. Je suis joueur de Scrabble aussi. Il travaille chez Clever Cloud. On est venu aujourd'hui pas pour vous parler de Scrabble spécifiquement, mais plutôt pour vous parler de compression. Et vu que c'est un sujet très large, on a décidé de se focus sur une thématique, c'est la compression dans le web. Voilà, j'avais un petit décalage, mais on n'est pas bon. Désolé, Pas de souci. bougez pas. En attendant qu'Hubert répare, est-ce que je vous ai déjà parlé de Letterboxd? Non? Il y a un décalage. Ça va pas le faire. Désolé. Non, alors c'est pas du tout dans la presse. Aïe, 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 aïe. T'inquiète pas. Donc Letterboxd, Hubert a un super compte avec des listes de films à regarder. Pendant qu'Hubert répare, n'hésitez pas à aller follow Hubert sur Letterboxd. On est bon. On est Alors. bon. Donc, on en Comme était je où? disais, on va vous parler de compression et de compression principalement dans le web. En fait, il y a un truc qui nous fascine tous les deux, après chacun ses passe-temps, c'est la compression dans le web. Et en fait, à l'instant où on vous parle, il y a des millions de serveurs dans le monde qui sont en train de compresser des réponses HTTP. Et il y a des milliards de navigateurs qui sont en train de les décompresser. Du coup, on a regardé comment ça se passe et comment ça marche. Et on aimerait vous partager tout ça avec, au passage, quelques petits rappels et bonnes pratiques. On va commencer tout de suite par des petites clarifications lexicales. Quand on parle de compression, le monde se divise en deux catégories. La compression avec perte de données et la compression sans perte de données. Alors, en général, on va associer la compression avec perte de données à des formats d'images, vidéo, audio, etc., comme MP4, MP3, JPEG, machin. Mais en fait, sur le web, on a aussi de la compression avec perte de données sur du JavaScript, de l'HTML, du CSS. Et dans ces cas-là, on parle de minification. Alors, on va prendre un exemple JavaScript tout simple, avec un fichier de mathématiques, une addition, tout ce qu'il y a de plus évident, une factorielle des familles, avec un peu de récursivité, s'il vous plaît. Pour l'instant, le fichier fait 228 octets. Le minifieur JavaScript que vous utilisez, il connaît la syntaxe du fichier. Donc il va analyser le code et il va se dire « Ouh là là, les points-virgules, là, les commentaires, ça sert à rien. » Bim, 203 octets. Après, il se dit « Là, le if return ci, sinon return ça, mais je peux faire un ternaire, ça prend moins de place. » Bim, 197 octets. Après, bon, bah, les variables super longues, là, si je les renomme, en prod, ça marche pareil. Bim, 135 octets. Et puis, bien évidemment, il va s'attaquer aux espaces, aux sauts de ligne. Et à la fin, on arrive au résultat le plus petit possible sans changer le fonctionnement original du code. Et ça, en fait, c'est qu'un des exemples de ce qu'est capable de faire un minifieur moderne JavaScript. Une fois qu'on a atteint les limites de ce qu'on est capable de faire avec ça, on va appliquer de la compression. Et de la compression au sens sans perte de données, mais tout le monde dit compression et on se comprend entre nous, quoi. Là, le compresseur, lui, il ne connaît pas la syntaxe du fichier. Il travaille uniquement sur les octets et il travaille là-dessus. Bon, après, Antoine et moi, on les voit, le fichier. On voit les exports, on voit les functions et les returns. Le compresseur, lui, il ne voit rien et il va essayer, à partir de ces octets, de trouver une manière de gagner un peu de place, donc ici de passer à 89, et surtout d'être capable de revenir à la donnée d'origine à n'importe quel moment et le fonctionnement du code d'origine. Ok, maintenant que la définition de minification et de compression sont un peu plus claires, il serait intéressant de voir quels ordres de grandeur on va pouvoir gagner en appliquant ces deux transformations sur nos fichiers dans le web. Donc reprenons l'exemple, et je ne veux pas te critiquer Hubert, mais ton exemple mathématique n'est pas vraiment représentatif, mais on voit quand même que la minification et où la compression seule permet de diminuer la taille du fichier, et les deux appliqués obtiennent des meilleurs résultats. Mais prenons un exemple qui est plus parlant, qui est plus proche de la réalité, avec une librairie, par exemple jQuery. Si on prend ce fichier, de base, la librairie est relativement lourde parce qu'elle contient énormément de code, mais aussi des commentaires, de la doc, etc. Et on applique la minification, on gagne énormément de poids. De ouf. Là, on applique de la compression, on gagne énormément de poids, mais ce qu'on peut observer déjà, c'est que la compression couplée avec de la minification nous permet de gagner vraiment énormément de poids du fichier.
Ok, vous allez dire, bon, ça marche qu'avec du JavaScript. Bien évidemment que non. Ça va marcher aussi avec des formats comme CSS, ça va marcher avec des formats comme HTML. Ici, par exemple, avec la page de la doc complète du guide d'Hibernate qui fait 2 mégas 4. Bien heureusement, on en économise quand même pas mal de poids quand on la compresse et qu'on la minifie. Même si ici, par exemple, la minification n'a que peu de transformations, parce que minifier de l'HTML, on ne gagne pas grand-chose. On n'a pas grand-chose à enlever, en fait. Ouais. Et puis, par exemple, le format JSON aussi nous permet de gagner un petit peu. Si on veut résumer, et ce que vous devez retenir et emmener chez vous après ce talk, c'est que la compression, c'est une étape qui va de pair avec la minification. Il faut d'abord réduire tout ce que vous pouvez enlever du fichier qui n'apporte pas, puis ensuite appliquer des algorithmes de compression. C'est dans cet ordre que vous devez le faire. Réduire la taille, c'est bien, mais il y a un moment, il ne faut pas que ce soit un but en soi. Il faut se souvenir que l'idée fondamentale, c'est l'impact sur les utilisateurs et utilisatrices. Et donc, on va essayer de regarder un peu en temps de chargement comment ça se passe, quoi. Ouais, essayons de se projeter et de voir si encore aujourd'hui ça a du sens. Ben, si on applique en temps avec une connexion 3G à 50 kHz, globalement, on voit une très nette différence du temps de chargement. On est à 6 secondes, ce qui est à peu près le temps pour se faire couler un café, et on tombe sous la seconde pour le même fichier compressé minifié. Et même en 4G, on va sentir cette différence. C'est-à-dire qu'en 4G, on va avoir un temps de chargement qui est à 200, qui est à 200 millisecondes s'il n'est pas compressé, mais on va tomber sous les 30 millisecondes s'il est compressé minifié. Et 200 millisecondes en expérimentation utilisateur, ça se ressent. C'est des délais d'animation. Donc vraiment, on gagne énormément en appliquant la compression. Je sais pas, quelqu'un connaît Bundlephobia? Ouais. Bundlephobia, vous mettez un paquet Node.js, il vous donne la taille de votre bundle, enfin de la bibliothèque minifiée gzip, et surtout il utilise les mêmes fausses connexions simulées qu'on a évoquées en slow 3G et en 4G. Ça vous donne un peu une indication sur le fichier que vous ramenez. Ouais, et ça fait des... Dans tous les cas, ce qu'on vous montre là, ce sont des durées théoriques. Ce qui serait intéressant, ce serait de prendre une vraie page au hasard et de voir un peu ce que l'application de la compression apporte. Comme la page Wikipédia du Scrabble. Pourquoi pas Hubert? Bon, une page, c'est un ensemble de ressources qui sont téléchargées par le navigateur. Ces ressources sont parsées, analysées et déclenchent parfois le chargement d'autres ressources. Qu'est-ce que va changer la compression sur cette cascade de téléchargement? C'est ce qu'on va voir. Donc là, on va pouvoir charger la page Wikipédia du Scrabble avec et sans compression. Et donc, ça va nous laisser le temps. C'est très long. C'est très très long. Voilà. À partir de 14, ça commence à s'afficher. Voilà, donc on est en 3G, on est en dessous des 10 secondes, alors qu'il va falloir 17 secondes pour un chargement complet avec de la 3G pour le même contenu. Pour l'utilisateur, c'est la même chose de charger en 4G, en 3G, gzip ou non compressé. Maintenant, regardons avec de la 4G ce que ça va changer. Et ça sera encore notable. Ce qu'on a pu voir, c'est que vers 1 seconde 4, 1 seconde 5, on a déjà un aperçu avec compression, alors qu'il va falloir bien attendre les 2 secondes, voire 2 secondes 1 pour avoir quelque chose sans compression. Et avec un débit théorique illimité, on va aussi percevoir une différence sur le chargement. OK ? Donc, retenez bien, deuxième chose à ramener chez vous, la compression, c'est nécessaire, même en 2024. En fait, c'est nécessaire en 2024 et c'est pas nous forcément qui le disons. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Non mais Antoine, là, tu dis que c'est nécessaire en 2024, mais on enfonce des portes ouvertes. Tout le monde compresse ses fichiers en prod? Oui. Les gens ici, ils sont bien. Les gens, c'est des gens bien. On est dans le Nord. C'est tes collègues lillois, donc... Ouais. Non, mais en fait, je suis obligé de vous dire le grand secret, c'est que l'Almanach du Web, une ressource hyper intéressante que je vous conseille de consulter, collecte des données sur le web public et regarde un peu l'usage du web pour les gens. Et en 2021, ils ont sorti une étude complète sur l'usage de la compression et les nouvelles ne sont pas bonnes. Non. Globalement, ce que vous devez retenir, c'est que voilà, on a des formats de fichiers comme le JavaScript, le CSS, qui sont servis. Donc ça, c'est en pourcentage de téléchargement de ressources. Sans compression. Sans compression, voilà. Donc on a un tiers du JSON dans le monde qui est servi sans compression et plus de la moitié du HTML qui est servi sans compression.
Ouais, le HTML, c'est un peu affligeant, surtout que c'est un peu le langage du web. Mais ça, c'est que le web public, c'est observé sur le web public. On est pas mal ici à bosser sur des web apps de gestion, sur des intranets locaux avec des desktops et des connexions illimitées. Et en général, on n'optimise pas trop ce genre de choses. Donc à mon avis, c'est même pire si on inclut vraiment tous les usages web, quoi. Alors maintenant qu'on sait qu'on est toutes et tous convaincus qu'il faut compresser et pourquoi, on va essayer de regarder un peu ce qui se passe dans les tuyaux et avec le protocole HTTP. Donc imaginez un navigateur, quand il veut récupérer une page web, il se dit « Ok, serveur, donne-moi index HTML ». Le serveur va dire Voici la réponse, 200, ok, tout va bien ». Ce que va pouvoir faire le navigateur, c'est de dire, avec un en-tête qui s'appelle Accept Encoding, il va dire « Alors, moi je sais faire du gzip, du deflate, du brotli ». Le serveur va regarder parmi les algos de compression qu'il sait faire, parmi ces trois-là, puis il va choisir celui qu'il considère le meilleur, et il va pouvoir dire au navigateur, avec l'entête Content Encoding, il va pouvoir dire voici une réponse et je l'ai compressée avec gzip ou avec brotli. Alors, comme des mots valent moins qu'une démo, ou qu'une démo vaut mieux que des mots, on va faire une démo. Vous me suivez toujours? Ok. Je vais prendre Firefox et je vais charger la page Wikipédia du Scrabble. C'est parti. Donc là, on est sur la 4G de mon téléphone. Et si je regarde en fait dans les DevTools de Firefox, j'ai une colonne taille, une colonne transfert. La colonne taille, c'est la taille du fichier original. La colonne transfert, c'est ce qui est passé dans les tuyaux. Et si on regarde les en-têtes, on a bien Firefox qui a dit au serveur et accept encoding, gzip, deflate, brotli, z standard. Petit spoiler pour la fin. Et le serveur a répondu en gzip, ce qui est bien, mais pas top. Faut pas négliger que la colonne transfert prend en compte le fichier et les en-têtes. Et sur un site moderne, ça monte facile à plus d'1 kilo par requête. Et on peut le voir si on prend un truc qui n'est pas compressé comme un PNG. La taille du fichier, c'est 13 kg, et dans les tuyaux, il y a eu 14. Ça vient bien des en-têtes qui sont ajoutées en plus. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la compression, c'est natif au fonctionnement du web. Le navigateur et le serveur se mettent d'accord sur qu'est-ce qu'ils savent faire, et à la fin, ils se comprennent. Et ça, c'est ultra puissant. Et gzip, globalement, ça marche tellement bien que Can I Use, il essaye même pas de faire le tableau de ça marche ici ou là, il dit ça marche. Donc vous n'avez aucune excuse. Alors on continue notre exploration de ce qui se passe dans les tuyaux. Et avant, en fait, moi, quand je me mettais à la place d'un navigateur... Tu fais ça, toi, Hubert? Oui, je me mets à la place des navigateurs. Et je me disais, bah, si j'étais un navigateur, je récupérerais le fichier, après je parserais l'HTML, et après je commencerais à dessiner des rectangles à l'écran avec des divs, des tableaux, des images et tout. Alors, encore une fois, on va essayer de voir si c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ce coup-ci, on va passer chez Chrome. Ouais, on va charger une démo qui est un peu plus lourde. Ben, pour vous montrer que ce soit perceptible, on va charger un site dont vous pouvez voir le style, qu'on a beaucoup travaillé cette cascade de style. On va charger l'ensemble des œuvres de Sherlock Holmes dans une page web. C'est d'ailleurs la meilleure manière de consulter toutes ces œuvres. Il y a toutes les nouvelles et tous les livres. Alors, si vous ne nous croyez pas, vous pouvez vraiment lire une étude en rouge en entier, là-dedans. Voilà. Tout est là. Voilà. Donc on avait créé factuellement une page très lourde. Qui fait 4 mégas environ. Qui fait 4 mégas et qui met quand même moins d'une seconde à charger. Donc on va ralentir ce temps de chargement pour voir, ralentir artificiellement, côté serveur, ce chargement, pour voir ce qui se passe déjà sans compression. Alors c'est parti. Donc là on voit ici que la page est en train de se charger. Et pour autant à l'écran à gauche, j'ai des choses qui s'affichent progressivement. Et je vois que mon DOM se construit. Et d'ailleurs, sur les books, c'est un petit peu plus long que sur les nouvelles. Mais donc là, ce qui est en train de se passer, finalement, voilà, ça prend 15 secondes. Hein, ce qui se passe, c'est pas du tout ça, en fait. Ce qui se passe, c'est ça. C'est-à-dire que le navigateur, il est assez intelligent pour dire « je récupère des bouts, j'ai pas encore la fin, les petits bouts, je les parse, de l'HTML, ok, je commence à les dessiner à l'écran, alors que j'ai même pas encore la fin du fichier qui a été envoyé par le serveur. » Moi, je trouve ça complètement dingue, mais bon. Mais ça, c'est un comportement complètement naturel du navigateur. On n'est pas dans une feature ultime de Chrome ou de Firefox. C'est spécifié, c'est un comportement attendu de gérer l'arrivée tel un flux du contenu HTML de la page. Alors, qu'est-ce qui se passe si on rajoute la compression? Donc, on va continuer notre démo.
Et ce coup-ci, on recharge donc l'intégrale de Sherlock Holmes, 4 mégas, en ralenti par le serveur, mais avec de la compression. Je vais repasser sur le réseau, c'est parti. Donc là, ça se charge progressivement, ça charge plus vite, et encore une fois, on a le DOM qui se construit progressivement, et la page qui se charge alors que le fichier n'est pas reçu en entier. Donc, on aurait pu croire que la compression arrivait au milieu, que le serveur récupère tout, il décompresse, et après il fait son travail. Mais en fait, non, même ici, la compression fait partie de cette espèce de pipeline de transformation de données, un peu streamé, on va dire, et même la compression participe à ça. C'est-à-dire que le serveur, il n'a peut-être même pas terminé de lire le fichier et pas terminé de le compresser, qu'il y a déjà le titre de la page à l'écran, voire même pour la page d'Hibernate, qui est très longue, il a déjà affiché tout ce que vous voyez à l'écran, et le reste, c'est en dessous, en fait. Ouais, non, moi je continue à trouver ça dingue, mais il y a des gens qui trouvent ça dingue. Ouais, vous êtes sympa, merci. Donc retenez bien, la compression, ça n'interrompt pas le flux et c'est ultra puissant. Alors là, ce qu'on vient entièrement de vous présenter, c'est pas nouveau. Hein. Clairement, on ne vous a pas montré les dernières features hype des navigateurs et du web. Il va falloir revenir aux sources du web. Il va falloir voyager. Là, on est bien avant cette étape Bootstrap, Decil, ouais, 2010. Il va falloir revenir au site des années 2000. Il va falloir tomber dans les années 90. Et spécifiquement en 1992, avec Jean-Loup Gailly et Marc Adler. Tu faisais quoi en 92, Antoine? J'étais pas né. Qui faisait la RFC de gzip. Il publiait cette RFC qui pose les bases de la compression dans le web aujourd'hui. Mais ils n'ont pas tout inventé. En fait, ils sont repris des travaux de Phil Katz qui, quelques années avant, avait créé le format zip, et donc avec son outil pkzip qui était plutôt pour le système et stocker des fichiers. Mais Phil Katz, lui, quand il crée ça en 1986, pareil, il part de choses beaucoup plus anciennes. Il va remonter dans les années 70 avec les deux scientifiques, Abraham Lempel et Jacob Ziv, qui créent l'algorithme de compression LZ77. D'ailleurs, encore aujourd'hui, LZ77, le nom reste un mystère. On ne sait pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Et toi, tu faisais quoi en 77 ? Ok, un partout. Et sinon, non, ces deux scientifiques, eux, ils travaillent sur la compression dans ces années 70, mais par contre, ils ont décidé d'aller chercher des travaux encore plus anciens. Il va falloir remonter en 1952. L'année de l'explosion du Scrabble, true story. Ouais, super. Et donc, eux, ils reprennent le travail de David Huffman, qui est à l'époque au MIT, et qui invente le code de Huffman, le codage de Huffman. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la compression gzip que vous appliquez dans vos navigateurs aujourd'hui, elle se base sur des travaux des années 90, qui eux-mêmes se basent sur des travaux des années 70 et des années 50. Est-ce à dire que la recherche fondamentale, elle a un impact conséquent sur la technologie plus de 70 ans après? Je pense que ça le démontre encore ici. Allez, c'est parti, on passe au code de Huffman. Alors, pour ça, on va prendre un mot au hasard. Hubert, c'est pas un mot au hasard. Non, mais c'est un vrai mot, on peut le jouer au Scrabble. Non, mais c'est impossible, Hubert. Il faut faire Sablon, Hénière. Appelle-moi quand tu arrives. J'ai jamais réussi. Si vous y arrivez, je vous paye des sushis, mais vous trichez pas. Non, on va prendre un autre mot. Oui, donc c'est un vrai mot au Scrabble. On va prendre un autre mot, on va prendre compression originale. Si on stocke le fichier compression dans un fichier, on se retrouve avec 11 octets, un octet par caractère. Chaque octet fait 8 bits, et on va faire correspondre à chaque octet l'encodage binaire ASCII de chaque caractère. Moi, je suis nul en ASCII, donc sur Linux, il y a une commande, c'est ASCII. Vous faites ASCII-B, vous avez tout le tableau de correspondance. Ce qui nous intéresse ici, c'est les lettres du mot compression. Et donc, le mot compression en binaire, en ASCII, il ressemble à ça. Et globalement, Huffman, il constate que cette représentation binaire, elle est linéaire. C'est-à-dire que le nombre total de bits est directement proportionnel au nombre de caractères. Et lui, il veut limiter ce nombre de caractères. Donc ici, ça fait 88 bits. Alors nous, avec Antoine et vous, je pense aussi, quand on voit ça, on se dit « Attends, il n'y a que 9 lettres différentes, j'ai pas besoin de 8 bits, log de 2, tout ça, bam, je peux mettre ça sur 4 bits finalement. » Donc là, je gagne de ouf. Encore faut-il savoir comment on va transférer le tableau de correspondance, bref. Mais lui, Huffman, il va beaucoup plus loin. Il se dit, accrochez-vous,
En codant les caractères qui apparaissent le plus souvent avec peu de bits et en codant les caractères qui apparaissent le moins souvent avec beaucoup de bits, en moyenne, on devrait gagner sur le nombre total de bits et gagner de la place. Je les ai surveillés, Hubert, je crois qu'on les a perdus. Non, mais en fait, c'est comme au Scrabble. C'est-à-dire que les lettres les plus fréquentes, elles ont un petit score, et moins les lettres sont fréquentes, et plus leur score est élevé. Et donc, si on représentait finalement chaque lettre de notre mot en utilisant pour nombre de bits le score de la lettre au Scrabble, eh ben, on gagnerait de ouf. Ça ferait 16 bits. Alors, t'es bien gentil, mais ton encodage du Scrabble, il code quand même vachement de caractères sur un bit. Huffman, en 1952, il invente un truc qui est un peu plus fort que le Scrabble. Il fait ça, alors pour la petite histoire, il fait ça alors qu'il est étudiant au MIT. Il est dans la même classe que Claude Shannon. Et quand son professeur lui dit, ben, tu as deux choix, David, soit tu fais un partiel de fin d'année, soit tu fais un papier scientifique, et ben, David, il choisit le papier scientifique. Et il invente le codage de Huffman. Et il démontre que c'est mathématiquement la meilleure manière d'encoder sur du binaire des caractères. Globalement, il est trop fort, quoi. C'est le boss. Alors, comme on disait plus tôt, l'algo de Huffman il se base sur la fréquence des caractères. Donc, dans notre mot, il y a 2 O et 2 S. Jusque-là, tout le monde suit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter plusieurs fois 2 actions. On va trier par fréquence en mettant les caractères les plus fréquents à gauche, et on va prendre les 2 éléments les moins fréquents à droite, on va additionner les fréquences et créer une espèce d'arbre binaire. Pourquoi? Parce que j'ai dit, on répète. Donc on trie par fréquence. Donc là, on commence à trier les bouts d'arbre. On additionne les 2 moins fréquents. On trie, on additionne, on trie, on additionne, on trie, on additionne. Vous suivez pas? 2 plus 2, 4, tout ça, on trie, voilà. Donc à la fin, 4 plus 7, oh la vache, on a un arbre binaire. Donc là, on se dit, waouh, ça sert à quoi? Et ce qui est assez puissant dans cet arbre, ce qu'on peut voir déjà, c'est que les caractères les plus fréquents sont en haut, les caractères les moins fréquents sont en bas. Bon, ici, forcément, on est sur un seul mot et pas une longue phrase, mais le O et le S ne sont pas sur l'étage du bas, et le O est sur l'étage du haut. Bref. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir déduire un tableau de correspondance pour les codes binaires. La technique, c'est qu'à chaque fois qu'on va à gauche, on fait 0, et à chaque fois qu'on va à droite, on fait 1. Donc pour le code binaire de la lettre I, on va une fois à gauche, gauche, gauche. La lettre I, c'est 0, 0, 0, 0. J'ai dit assez de fois? Ouais. La lettre S, par exemple, donc on va une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, donc 0, 1, 0. Et puis, pour ceux qui n'ont vraiment pas suivi, 2 fois à droite, la lettre O, et vous avez compris. Qu'est-ce qu'on peut observer? C'est qu'encore une fois, les caractères les moins fréquents, comme ils étaient tout en haut dans l'arbre, il y a besoin de moins de caractères pour y arriver. Et surtout, à partir du moment où on a fait 1, 1, on arrive sur O, il n'y a rien en dessous. Donc dans ce tableau, il n'y a rien qui peut commencer par 1, 1. Et de la même manière, si on prend S, il n'y a rien qui commence par 0, 1, 0. Donc quand j'utilise ce tableau de correspondance pour encoder mon mot, bon déjà je gagne un peu, et même en pourcentage, je gagne pas mal. Et surtout, si je ne sais pas ce que je décode, une fois que j'ai vu 0, 1, 1, mon tableau me dit bah, ça c'est C, donc je m'arrête, et je sais que je dois recommencer. Alors que je ne sais pas si je devais lire 1 bit, enfin 2 bits, 3 bits, 4 bits ou autre. Et ça, c'est vraiment la puissance du code de Huffman. C'est vraiment de travailler sur cette fréquence. Et en fait, on joue un peu à lettres contre moins. On essaye sur chaque caractère de gagner un peu de la place. Ok. Bon, passons aux années 70 avec l'Empel-Lesive. Pour rappel, on est 25 ans plus tard, hein, donc il se passe beaucoup de choses en 25 ans. Et eux, ils se disent, bon, c'est bien rigolo d'optimiser la fréquence de répétition de caractères, mais il y a peut-être plus de choses à compresser. Prenons cette phrase au hasard que vous reconnaîtrez peut-être. Hubert, saurais-tu me dire qu'est-ce qui se passe dans cette phrase? Il y a beaucoup de répétitions. Ouais, grave. En fait, pour reprendre ta métaphore foireuse, est-ce qu'on ne jouerait pas à mots contre moins plutôt que lettres contre moins? Si. Et puis, vu que l'Empel-Lesive, c'est des mathématiciens, ils ne cherchent pas de la grammaire. Eux, ils cherchent des motifs répétitifs, des patterns dans le message qui vont se répéter et qu'on pourrait peut-être optimiser leur représentation binaire. Donc,
Pour vous montrer comment ça marche, on va prendre un exemple très simple. On va prendre mon dessert préféré, et qui est le millefeuille, et on va le compresser avec l'algo LZ77. L'algo de LZ77, il va analyser le texte sur une fenêtre, et il va lire progressivement, et il va essayer d'optimiser la représentation caractère par caractère. Donc il va prendre une fenêtre de 3 caractères, MIL ici, et puis il va dire est-ce que je l'ai déjà vu ou est-ce que je ne l'ai jamais vu. À ce moment, vu qu'on démarre, on ne l'a jamais vu. Donc on ne peut pas compresser M. Et ça va être la même chose pour I, pour L, etc. Parce que pour le moment, on n'a jamais vu cette fenêtre. Et vous remarquez que le ILL de la fin de millefeuille, par contre, c'est quelque chose qu'on voit au début de millefeuille. Okay ? Donc là, plutôt qu'écrire I brutalement dans le message, on pourrait dire créer une étiquette, un pointeur qui va dire j'ai déjà vu ce pattern de taille 3 et je l'ai déjà vu il y a 8 caractères. OK ? Et au lieu d'écrire le I, le L et le L, on va juste dire je vais créer une étiquette de taille 3 et de distance 8. Et puis on va aller un petit peu plus loin parce qu'on ne sait jamais si notre étiquette ne peut pas capturer une répétition plus grande. Ici c'est le cas, on va prendre une étiquette de taille 4. Donc on voit déjà qu'avec LZ77, on réduit le nombre de tuiles en dessous et au-dessus, ce qui pourrait présupposer qu'on réduit la quantité d'informations à transférer. D'après la science du Scrabble et du nombre de tuiles, n'est-ce pas? Ouais, voilà. Donc, bon, vu que je vous ai peut-être pas convaincu avec le millefeuille, on va reprendre la phrase illisible de tout à l'heure et on va la rendre encore moins lisible. Et on va appliquer LZ77 sur cette chaîne. Est-ce que vous repérez la première répétition de trigramme? Non? Elle est difficile. Hein? Quelqu'un là? Bon, ça, on n'a pas vu, on ne peut pas compresser. Ouais. La première répétition, c'est espace PE. J'avance un peu. C'est espace PE. On va créer une étiquette de taille 3, qui est au moins la taille minimum. On revient, on va chercher le espace PE de peu. On regarde si on peut prendre plus de caractères. Ce n'est pas le cas. On s'arrête là. Et on continue la lecture fenêtrée. Et on va trouver des étiquettes de taille différentes. Bon, on va skipper un petit peu. On va aller chercher une étiquette qui, vous allez voir, est beaucoup plus intéressante. C'est le espace TR. Et là, dans le espace TR, on va construire une étiquette au départ de taille 3. On va aller chercher le trompé de la première phrase, de tromper 1000 personnes. De la deuxième phrase. De la deuxième phrase. C'est compliqué, cette phrase. Ah, c'est compliqué. Et là, on va regarder jusqu'où on voit que caractère par caractère, ça match parfaitement. Et là, on va prendre non pas 3 ou 4, on va prendre 24 caractères qui se répètent. C'est énorme. À 54 caractères de distance. Donc là, si on continue, qu'on déroule l'algo jusqu'au bout, on voit nettement que le nombre de tuiles en dessous est bien inférieur au nombre de tuiles avant. Donc on pourrait de nouveau présupposer que cet algo réduit la quantité d'informations à transférer. Est-ce que vous êtes impressionné là? Oui, j'ai entendu un oui. Nous, ce qui nous a vraiment impressionné, parce qu'au final, on comprend assez vite le système de distance-longueur, c'est si on s'intéresse à la poésie britannique des années 60. Genre, par exemple, Hey Jude des Beatles. Voilà. La fin est très riche en texte et très poétique. Elle finit, et je ne vous le chanterai pas, en nananana. Et donc, là, si on applique LZ77 sur ce nananana, on voit très nettement une répétition opérée dès le 5e caractère. Et là, on va construire une répétition de taille 3. On va voir 4 caractères plus tôt qu'on a déjà vu ce motif. Mais plutôt que de dire « je l'ai vu une fois » et puis on construit des étiquettes en cascade qui se référencent, on va plutôt dire « ce motif, applique-le-moi une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. » Donc on va pouvoir construire des étiquettes de taille plus grande que leur distance. Et ça, je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça dingue. Nous, on a vu ça, ouais. Et puis bon, à la fin, Hey Jude, quoi. Ouais. En fait, ce que vous devez bien retenir, c'est que si on prend ce code, en fait, il n'y a vraiment plus qu'à dépiler de manière linéaire. Et pour la décompression, la recette est vraiment hyper facile. On revient dans le passé, on recopie. Et encore une fois, on peut recopier plus loin que ce qu'on a vu. Du coup, concrètement, comment ça fonctionne quand on va essayer de combiner les deux? En fait, un an après avoir créé LZ77, donc un an après, Lempel et Ziv y créent LZ78. C'est ça, c'est bien, il y en a qui suivent. Et en fait, c'est deux familles d'algos qui ont
qui font globalement la même chose, mais qui ont un fonctionnement interne un peu différent, vont donner naissance à d'autres familles d'algos qui s'améliorent les unes des autres par rapport aux itérations d'avant. LZW, on le retrouve dans ce format d'image bien connu, GIF. Alors souvent, on aime bien demander qui est team GIF. Ouais, on est sur un tiers 40. Qui est team GIF? 10, 15, je dirais. Les autres, sans déconner, vous dites quoi? Ok. Pourtant, on dit GIF sur Yvette. Ouais, voilà. LZSS, on le retrouve derrière l'outil WinRAR. Ouais. Qui a payé sa licence WinRAR? Non? D'habitude, il y en a un. Là, j'ai pas l'impression. Et LZMA, on le retrouve dans 7-Zip, mais bon, LZMA... on va pas trop en parler. Ouais, le trauma est un peu récent. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Deflate. Deflate, on le retrouve dans WinZip, gzip, PNG, etc. Et si vous vous intéressez à ces familles de compression, il y a une super vidéo de Colt McInnes sur le sujet, c'est passionnant. Phil Katz, en 90, apparemment l'année de la disquette, il se dit « Ok, moi je prends du texte et je vais chercher des symboles et des étiquettes avec LZ77. Et parmi ces symboles qui sont pas compressibles, et parmi les longueurs et les distances, je vais regarder la fréquence de tout ça et utiliser l'encodage de Huffman, qui fait fusion comme ça. Et il choisit comment il va encoder l'arbre de correspondance, parce qu'il faut bien le transmettre, et il choisit comment il encode les longueurs, les distances, faut bien décider d'un format. Ça, il appelle ça Deflate. Et après, donc ça a été spécifié un peu plus tard dans... D'une RFC passionnante. C'est notre RFC préférée. Non, vraiment, elle est longue, mais on va y revenir, elle est vraiment passionnante. Yes. Et donc, par-dessus, il rajoute des headers footers et il appelle ça le format .zip. Donc, merci Phil Katz. Et quelques années après, on a Jean-Loup Gailly et Marc Adler, donc on vous a parlé, qui vont garder exactement le même format Deflate, donc la même manière de coder les bits, mais avec des en-têtes, des headers footers différents. Et eux, ils appellent ça le format GZ. Ça va être spécifié dans une RFC qui, elle, explique que le header footer. Le Deflate, c'est dans l'autre RFC, celle qui est passionnante. Et par la même occasion, ils codent la fameuse zlib en C, qui est globalement utilisée sur toutes les plateformes, dans Node, Java, etc. Antoine, est-ce que tu crois qu'ils sont prêts? Ouais, on est sur l'approche de la fin du DFSLIL. Je pense que je ne sais pas vraiment s'ils sont prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes toujours prêts? Ne vous inquiétez pas, on est là pour décompresser. Alors, qu'est-ce qui se cache dans ce tableau de binaire? Bien évidemment, un fichier gzip. Donc, dans un fichier gzip, qu'est-ce qu'on a? On a déjà 10 octets d'en-tête, avec globalement des trucs qui ne servent pas à grand-chose. Les deux premiers octets, c'est tout le temps les mêmes, ça sert juste à dire c'est du gzip. Ensuite, on a la méthode de décompression, c'est plus ou moins tout le temps la même. On a des flags, la date de modif, tous les serveurs la mettent à 0. Des extra flags pas très utiles, et l'OS, waouh, ça servait avant mais plus maintenant. Et en bas, on se retrouve avec 8 octets de footer. Donc dans le footer, on a un checksum dans un format que personne n'utilise, et la taille originale du fichier. Et globalement, si vous vous souvenez, ça ne sert pas à grand-chose, parce que Chrome, il prend le fichier, il parse, il affiche à l'écran, et quand il reçoit le checksum et la taille, si elle n'est pas bonne, c'est trop tard, quoi. Yes, et donc du coup, un fichier qui est compressé avec gzip, il y a déjà 18 octets d'overhead. De métadonnées que vous ne pouvez pas enlever, en fait. Au milieu, on va retrouver la partie Deflate. Donc Deflate, c'est un ou plusieurs blocs, et le premier bit vous indique si c'est le dernier bloc. Donc ici, on est sur un petit fichier, 1, c'est bien le dernier bloc. Ensuite, on a 2 bits qui servent à dire c'est quoi le type du bloc. Okay, donc le type 0, c'est tout ce qui suit n'a pas été compressé, c'est le fichier tel quel, avec les métadonnées en plus. Le type 1, c'est un type où l'arbre de Huffman qu'on utilise pour, vous savez, les fréquences, etc., mais l'arbre et le tableau de correspondance, en fait, il est précalculé et il est dans la spec. Et en fait, il est dans le binaire de la zlib, côté client et côté serveur. Ouais, donc on ne le transfère pas, mais il n'est pas très optimisé. Et le type 2,
Le type 2, il est un peu violent, il est très complexe et on ne va pas l'expliquer aujourd'hui, mais lui, il s'adapte exactement au contenu et il est très optimisé. Donc là, on est sur un type 1. Et donc après, on a des symboles, des étiquettes, etc. Donc ici, comment je sais que je dois lire 8 bits et pas 7, 8 ou 9? Parce que dans la spec, j'ai le tableau de correspondance. Donc un jour, il y a un prof qui m'a dit « faut pas afficher trop de texte sur les slides ». J'espère qu'il n'est pas là. Donc dans ce tableau de correspondance, nous, on veut les 8 bits qu'on a vus. Donc on a aussi des symboles sur 7 et des symboles sur 9. Ici, c'est le symbole 79. 79 en ASCII, c'est... Vous savez pas? C'est O. Ouais. Et alors, en fait, la spec, elle nous troll un peu parce que le tableau, il n'est pas dans la spec. Dans la spec, il y a ça. Donc c'est un peu, alors de là à de là, c'est des trucs de 8 bits qui correspondent aux bytes originaux de 0 à 1. En fait, la spec, elle vous regarde, elle fait vas-y, fais le tableau et débrouille-toi. Et donc globalement, sur ces 8 bits, comme on l'a dit, c'est le symbole 79 et en ASCII, c'est la lettre O. Ensuite, je recommence. Je lis 1 bit, 2 bits, 3 bits, je regarde dans mon tableau de correspondance si je dois m'arrêter à 7, 8 ou 9. Là, je m'arrête encore une fois à 8, symbole 78, juste avant le O. La lettre N, je pense que vous commencez à comprendre. Donc pour l'instant, on peut tromper espace 1. Ici, je continue, je lis 7 bits, et là, mon tableau, il me dit, tu t'arrêtes. Ça, c'est le symbole 257. Donc 257, ça ne peut pas être un octet. Un octet, ça va jusqu'à 255. Donc là, dans la spec passionnante, on a un autre tableau de correspondance pour les longueurs. En fait, on est face à une étiquette. Et donc pour les longueurs, le code 257, c'est une longueur 3. Je ne vous demande pas de retenir ce tableau, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans gzip, on peut faire des répétitions qui sont entre 3 caractères et 258 caractères. Okay. Donc là, on a bien une longueur 3. À partir du moment où on a lu une longueur, on change de modèle et on va forcément lire une distance. Et en type 1, le type facile, les distances, elles font toutes 5 bits. On les lit à l'envers, parce que pourquoi pas. Et à l'envers, ça fait 8. Et donc 8, on a un autre tableau. Je vous ai dit qu'elle était passionnante, cette spec? Il y a de quoi lire un moment dans cette spec. Donc 8, c'est une distance entre 17 et 24. Et pour savoir si c'est 17, 18, il faut lire 3 bits supplémentaires. OK. Retenez bien que la répétition, elle peut être au minimum un cran plus tôt, mais surtout, on ne peut pas aller chercher dans gzip une répétition qui est plus loin que 32 kilo à peu près. Donc sur un très gros fichier, s'il y a une répétition au début à la fin, on ne va pas pouvoir faire d'étiquette plus loin que 32 kg. Donc là, j'ai une distance 17, et je vais aller lire les 3 bits supplémentaires, ça fait 0. Donc on a bien notre étiquette de longueur 3, de distance 17 plus 0. Waouh, on a trouvé espace PE. Yes, donc là, vous allez dire, ouais, c'est pas très impressionnant. Moi, je trouve ça quand même assez fou, c'est-à-dire que sur un bit de moins que 2 caractères non compressés, on en a écrit 3. Donc on a vraiment économisé des bits à envoyer pour déjà cette petite étiquette, quasiment la plus petite qu'on pourrait faire, quasiment. Avec la distance, on pourrait faire mieux. L'autre truc qu'on observe, c'est que globalement, dans ce type 1, qui n'est pas assez optimisé sur la fréquence des caractères, qui est en dur dans la spec, tous les codes ASCII et un paquet d'autres trucs restent sur 8 bits. Donc on ne perd pas trop. Les trucs sur 9 bits, c'est globalement des caractères qu'on utilise beaucoup moins. Et les longueurs des étiquettes vont, elles, être sur 7 bits. Donc là, on continue un peu notre fichier. Ouais, si on va chercher une étiquette beaucoup plus grande, par exemple tromper 1000 fois 1000 personnes, là, on va avoir une étiquette qui est bien plus impressionnante parce que sur à peine quelques bits, on en a combien? On en a 18. 18 bits. Sur 18 bits, on va avoir codé 24 caractères. Alors qu'un caractère non compressé, on le code sur un octet. Donc on économise énormément. On écrit 24 caractères sur le poids d'à peine 2 caractères non compressés. Et ça, encore une fois, on trouve ça fascinant. Si vous voulez en savoir plus et mieux comprendre cette décompression, ce bloc de deflate, nous, comment on a fait? On a lu la RFC, mais on a aussi regardé une série de vidéos passionnantes qui s'appelle Data Compression Summer 2023.
de Bill Bird, un enseignant à Victoria au Canada, qui a fait voilà, une petite saga de 20 vidéos de quasiment 2 heures. Voilà. Si vous ne savez pas quoi faire cet été, on vous le recommande. Moi, je l'ai partagé à des collègues et le lendemain, ils font « Ouais, j'en ai déjà vu 2, c'est passionnant, c'est vachement bien et tout. » On n'a pas les mêmes collègues. Ouais. Euh, donc voilà. Bon, on vous a toujours présenté de la poussière. Hein. Ce qu'on vous présente, les blocs de Deflate, ça date des années de PKZip, donc 1986 et puis 1992. Donc depuis, les choses ont bougé parce que compresser les messages dans le web, c'est économiser beaucoup d'argent. Donc il y a des gens qui se sont dit, et si on travaillait très fort pour gagner un pouillème? Mais un pouillème, c'est quoi? C'est la définition exacte de à peu près pas beaucoup. Et cette recherche du pouillème, elle intéresse beaucoup de monde. Exemple, par exemple, avec Cloudflare, qui a son propre fork de la zlib dont Hubert parlait plus tôt, pour des optimisations de compression, d'usage sur leur machine, sûrement. Mais pour gagner des pouillèmes, avant même d'autres innovations, sachez que dans la zlib, il y avait dès le départ des niveaux de compression. Et vous l'avez peut-être vu dans vos serveurs web quand vous les configurez. Vous avez 9 niveaux qui vous sont proposés, qui proposent des niveaux de compression, des états de compression bien plus intéressants. Donc on voit qu'on économise sur jQuery Min, on économise 5 kilos, ce qui n'est pas grand-chose, mais ouais, bon, 5 kilos servis 1 million de fois, c'est 5 millions de kilos économisés. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc ça, c'est déjà une première manière d'aller chercher du pouillème sur la compression. Mais si on se dit dans les années 2000, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux avec le même format de fichier? C'est ce que se sont dit des ingénieurs de chez Google qui ont travaillé sur Zofspli, qui est techniquement une implémentation un petit peu brute force de gzip pour trouver les meilleures répétitions, les meilleurs arbres de Huffman, les meilleurs blocs dans toutes les situations. Et donc ça, oui, ça marche, on gagne un peu. 900 octets. Waouh. C'est dingue. Hein. Et puis, une partie de ces ingénieurs qui ont travaillé sur Zofspli, ils ont dit peut-être qu'il faudrait changer le format du fichier. Ils se sont dit, on va créer un nouveau format de compression qui va s'appeler Brotli, dans cette spec qu'on vous présente dans cette RFC. Et lui, Brotli va obtenir des résultats plus intéressants, comme on va voir là pour le même fichier, mais il va avoir surtout 11 niveaux. Waouh, up to 11. Quoi. Et donc là, pour le coup, on obtient un résultat bien plus intéressant. Si on le met en comparaison avec gzip et avec Zofspli, on voit qu'on gagne quand même quelques kilos avec le niveau 11 en comparaison du niveau 9 qui était le meilleur niveau de gzip. Mais bon, Brotli, pour faire ça, il utilise de la triche. Ouais, en fait, il utilise LZ77 et Huffman aussi, mais comme le dit Antoine, il triche. Et pour tricher, il a un dictionnaire. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de trouver des répétitions plus tôt dans le fichier, d'ailleurs, il peut remonter à bien plus loin que 32 kg, il peut aussi trouver des répétitions dans un dictionnaire qu'il a à la compression, à la décompression et qu'il n'a pas besoin de transférer. Donc, dans ce dictionnaire, il y a 13 500 mots. Il y a massivement de l'anglais, mais il y a d'autres langues. Il y a aussi des langages, et c'est clairement comme ça qu'il triche. Si on regarde au début du dictionnaire, il y a des mots de 4 lettres, donc de l'anglais, mais on a aussi .jpeg, balise B, etc. Et à la fin du dictionnaire, on a des mots un peu plus longs de 24 caractères. Et là, on retrouve carrément les doctypes HTML, des boots.js, etc. Je vous le montre, le doctype, parce qu'il est là. Et donc, c'est clairement comme ça qu'il triche. En plus de ces mots, il est capable de les trouver dans des versions transformées. Il peut appliquer, si on prend le mot foundation, si dans votre texte, vous avez foundation en majuscule égale avec une quote, il est capable de dire « Ah, mais ça, je l'ai dans mon dictionnaire avec foundation, tel transfo ». Enfin, en gros, ça fait des combinaisons de malade mental pour qu'il trouve des choses qu'il a déjà et qu'il ne les transfère pas. Globalement, Brotli, ça marche bien. Ça marche dans n'importe quel navigateur moderne digne de ce nom. Donc c'est vraiment ça, vous retenez aujourd'hui, la compression, ça marche mieux avec Brotli, et Brotli, aujourd'hui, ça marche. Et souvenez-vous plutôt, au pire, le navigateur, il dit ce qu'il sait faire, et s'il ne sait pas faire de Brotli, le serveur, il ne va pas lui donner de Brotli. C'est ça. Mais bon, la magie, ça a un certain coût. Ces 10e, 11e niveaux de compression, ils apportent aussi du temps. Du temps nécessaire à Brotli pour aller chercher des optimisations plus intéressantes. Donc clairement, 96 millisecondes, est-ce qu'on gagne énorme. Vraiment du temps si on compresse un fichier en le compressant au niveau 11
finalement, pour l'utilisateur, il n'y aura pas de différence en temps de chargement. Et puis c'est encore pire avec Zopfli. Zopfli, voilà, c'est 140 millisecondes pour compresser ce fichier et obtenir un résultat plus intéressant que gzip. C'est là ce que je trouve que gzip est formidable, parce que gzip, pour gagner des pouillèmes par rapport à gzip, il faut aller se battre et utiliser beaucoup d'énergie pour obtenir quelques kilos en moins sur les fichiers. Mais bon, rassurez-vous, ces algorithmes, que ce soit Zopfli qui utilise le même format que gzip ou Brotli, ils ont globalement des temps de décompression équivalents. Parce que oui, il faut maximiser la décompression dans les navigateurs, parce qu'il ne faut pas que ça prenne de ressources, il faut que ça aille très vite à la décompression. Puis vous l'avez vu, décompresser, c'est on déroule une étiquette, je retourne plus haut, je recopie et je continue. Il n'y a pas de question à se poser comme à la compression où il faut trouver la meilleure étiquette possible. Yes, donc ce que vous devez retenir, c'est que ces usages de niveau d'algorithmes de compression doivent être particuliers. Retenez que la compression de vos fichiers statiques dans le web, donc tous vos bundles JavaScript, CSS, compressez-les avec des niveaux forts de vos algorithmes Brotli et gzip, ou même pourquoi pas Zopfli. Et puis ça doit se faire dans votre chaîne de CI, dans votre build. Même, j'y refais référence, l'Allemagne du web vous propose des niveaux recommandés pour ces différents usages. Vous précompressez en 11 ou en 9 et vous compressez sur le flux en 5 ou en 6 en fonction de l'algorithme choisi. Donc pour vos API JSON ou autres, vous compressez à la volée et en dynamique, quoi. Yes. Pourquoi tu montes ton fond d'écran, Hubert? C'est mes petits chats. Non, en fait, je voulais prendre un exemple d'un fichier JPEG. Alors, ça pèse un peu plus que mes chats. Ça pèse 600 kg. Et si je le compresse avec gzip ou Brotli, ça ne sert à rien. Globalement, on gagne à peine un peu plus de 2%. Et donc, il ne faut pas compresser des fichiers qui sont déjà compressés, comme le format JPEG, qui a un ensemble de techniques pour le faire. Mais bon, ici, c'est des gens bien. Ils ne compressent pas ce qui est déjà compressé. Alors, probablement, mais l'Allemagne du web nous dit un peu le contraire. C'est qu'il y a un peu plus de 3% des formats précompressés images qui sont recompressés avec gzip, ce qui crame globalement que du CPU, quoi. Donc retenez bien, la compression, ça n'a pas d'effet sur les fichiers déjà compressés. C'est pas lié au format binaire. Vous avez des formats binaires qui sont compressibles, qui ne contiennent pas dans leur définition un encodage de compression comme PNG, par exemple. Par exemple, vous avez les formats de fonte, mais vous avez aussi le format récent WASM qui nécessite de compresser ce fichier. Et donc, on le voit, par exemple, avec SQLite en WASM, si on le compresse avec Brotli et gzip, on réduit énormément le poids de ce binaire. Bon. Et si on allait au-delà du pouillem, et si on allait dans l'actualité récente de la compression, sachez déjà que votre navigateur Chrome supporte depuis quelques semaines, et Firefox, tu l'as spoilé tout à l'heure, le format Z standard poussé par Meta, qui obtient des performances à peu près équivalentes aux autres algos, mais qui propose surtout des supports et des consommations RAM et CPU, du multithreading qui peut être intéressant en 2024. Ouais, globalement, en fait, sur jQuery, c'est moins bien parce que Brotli triche avec son dictionnaire. Mais il faut vous dire que derrière, ça compresse plus vite pour le même niveau, avec moins de, comme l'a dit Antoine, c'est vachement plus optimisé pour les serveurs qu'on a aujourd'hui, etc. L'autre technique, l'autre brouillon de standard qu'on a trouvé, c'est la compression avec des dictionnaires partagés. Donc on va le faire en très rapide, mais n'hésitez surtout pas à venir nous poser des questions après. En gros, vous allez voir une page. La page dit « j'ai besoin de jQuery 3.7 ». Le serveur dit « tiens, voici jQuery 3.7 », mais il dit « et au fait, si tu reviens me voir avec une URL qui match ce pattern, tu m'appelles et tu vas pouvoir te servir de jQuery 3.7 comme d'un dictionnaire. » Ok ? Et du coup, vous, quand vous revenez, et votre navigateur télécharge la page et la page dit hey, « j'ai besoin de jQuery 3.7.1 ». Le navigateur il dit hey, « j'ai besoin de 3.7.1 ». Et au fait, alors je sais faire du gzip, du Brotli, et je sais faire du shared Brotli, SBR. Et j'ai un dictionnaire que tu m'as déjà donné qui match cette URL, avec un petit checksum. Et là, le serveur il fait « Ah, ok, alors je prends jQuery 3.7.1, je cherche des répétitions dans le dictionnaire, qui est jQuery 3.7.0. Je vous laisse imaginer qu'il y a énormément de choses en commun. Et je vais le compresser comme ça. Et là, je réponds, non pas en Brotli, mais en SBR.
Et en fait, globalement, on gagne encore plus, et c'est assez impressionnant. Là, on distribue vraiment des pouillèmes en transférant. OK ? Bon, faisons un petit récap de toutes les notions qu'on a essayé de vous transférer aujourd'hui. Aujourd'hui, on a essayé de faire le tour de ce qui nous paraissait essentiel pour comprendre la compression dans le web. Et je crois qu'Hubert a aussi caché quelques références subtiles au Scrabble. Donc le mot, c'était acquier, au subjonctif présent ou à l'imparfait. 30 points plus 50 points de bonus, tu peux pas tester. Ouais, bon. Donc déjà, ce que vous devez retenir en premier, c'est que la compression dans le web, ça va de pair avec la minification. Donc assurez-vous d'avoir dans vos chaînes de build de la minification avant de travailler sur de la compression. Rappelez-vous également que la compression, même en 2024, avec les réseaux fibres et la connexion rapide qu'on peut avoir, c'est nécessaire. L'autre truc qu'on a montré, c'est que la compression, c'est natif au fonctionnement du web. Le navigateur et le serveur, ils parlent entre eux, ils se mettent d'accord sur ce qu'il faut utiliser. Et même sur un vieux navigateur, on peut discuter avec un serveur qui fait aussi du Brotli. La compression, ça n'interrompt pas le flux. C'est pas je prends et une fois que je l'ai, c'est vraiment cette pipeline de transformation qui fait qu'on peut afficher à l'écran des choses très tôt. Et on l'a vu ensuite avec Huffman, la compression, c'est un peu jouer à lettre contre moins en fait. Ouais, et LZ77, c'est plutôt jouer à mot contre moins, motif contre moins. Retenez également que la compression dans le web en 2024, ça marche globalement mieux avec Brotli. Donc pensez à vérifier si vos configurations activent ou non Brotli sur vos serveurs. Et puis, rappelez-vous, cette règle importante, le statique, ce que vous servez qui ne change pas, précompressez-le avec des niveaux plus forts pour obtenir un temps de chargement qui soit réduit sur votre plateforme. Et enfin, on a vu que la compression, ça n'a pas d'effet sur les fichiers déjà compressés. Donc s'il vous plaît, ne compressez pas mes petits chats. Merci beaucoup.